Très bien, bonjour à tous. On va commencer cette UE spécifique sur le pelvis. Avant de commencer, je voulais juste donner une précision sur les cours. Déjà le cours que j'ai raté, et j'en suis désolé, la semaine dernière, ayant une extinction de voix. Donc ce cours-là sera normalement rattrapé ou il sera filmé et mis sur Internet pour que vous puissiez le voir. D'autre part, il y a eu un cours avec le professeur Flouza Lachagnette, au cours duquel il vous aurait beaucoup parlé de muscles alors que vous attendiez à voir surtout de l'os. J'ai pu comprendre que ça en perturbait certains. Donc, pour ce cours-là, à l'examen, enfin au concours, il n'y aura que des questions portant sur l'os principalement. Voilà, je vous rassure là-dessus, il n'y aura pas de choses très compliquées. Enfin, c'est des questions hyper basiques qu'on vous pose. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon ? Il a parlé un peu de d'os. Ah, pas du tout. Il m'a dit qu'il avait fait, donc je vais revoir avec lui. Quand on parle de muscles, forcément, il y a un moment, ça s'insère sur l'os. Pardon ? D'accord. Je vais voir avec lui et on vous fera quelque chose de précis, mais il y aura donc que sur la partie qu'il a traitée. Si c'est des questions d'ostéologie, ça sera hyper simple puisque forcément il a dû au moins prononcer le mot humérus et scapula. Bon, voilà. Donc ostéologie, il en a parlé. Alors, donc ce premier cours du E spécifique du pelvis, en fait, il est un peu redondant avec celui que je devais faire à la fois dernière, puisqu'on devait parler de l'articulation sacro-iliaque, de l'articulation coxo-fémorale, pardon, et donc on va un tout petit peu l'aborder aujourd'hui, puisqu'on va parler du bassin osseux avec l'os iliaque. Alors avant de commencer ce cours, je voulais juste, en guise d'introduction, vous passer ce petit diaporama que vous pouvez retrouver sur le site urologiefonctionnelle.com que je vous ai cité à plusieurs reprises. Donc c'est un petit diaporama qui est censé vous résumer en juste quelques diapositives tout ce que vous devez savoir sur le pelvis. Alors en fait, pour comprendre le pelvis, il faut partir du squelette. Le squelette du tronc que vous voyez ici sur ce diaporama avec le thorax. Alors, je vais essayer de ne pas faire... À chaque fois, ça plante. Bon, attendez, on va y arriver. Voilà. Alors, sur ce squelette du tronc, on peut placer les organes, et ces organes vont être entourés d'enveloppes protectrices. Au niveau du thorax, ce sont les côtes qu'on a vues. Au niveau de la cavité abdominale, ça va être des muscles. Et puis au niveau du pelvis, ça va être le bassin osseux. Alors ces organes, on ne va pas les décrire aujourd'hui, mais vous avez donc reconnu facilement les poumons, le foie, l'estomac, qui vont donc délimiter des régions. On a le thorax, l'abdomen et la cavité pelvienne ou le pelvis. Alors ces organes du tronc sont entourés soit de côtes et de vertèbres à l'étage thoracique, soit de muscles au niveau de la cavité abdominale. Donc ces muscles vont former une ceinture qui va entourer les muscles, qui va entourer les organes et les viscères de l'abdomen. Et plus bas, c'est le pelvis ou le bassin osseux qui va entourer ces organes. Alors pour comprendre cette région, il faut d'abord s'imaginer que c'est la partie du tronc qui est entourée par le bassin osseux que l'on voit sur cette image. Alors, il existe un certain nombre de structures osseuses et musculaires qui vont fermer, notamment en bas,
ce défilé pelvien de manière à pouvoir empêcher les organes de tomber sous le poids de la gravité. Alors pour le comprendre, on va faire basculer ce squelette, d'abord en le regardant par-dessus. Vous voyez que là, il y a donc une cavité qui va vers l'extérieur et qui donc doit être fermée pour que les organes du tronc restent en place. Si on fait tourner le squelette en sens inverse, vous voyez, là vous voyez en défilé, on parle de défilé pelvien, vous avez là en position dite gynécologique une personne en face de vous, les jambes écartées, et vous imaginez que on a ici la filière pelvienne, notamment par où doit passer le bébé lors de l'accouchement. Alors, on va regarder maintenant très, très schématiquement cette zone ici, qui, vous voyez, est en forme de cœur de carte à jouer, qui doit en quelque sorte être couverte, fermée par le périnée. Alors, on entend par périnée et diaphragme pelvien un ensemble de structures musculaires. Alors, tout ce que je vous dis là maintenant, on va y revenir largement. Hein. Donc, regardez juste le diaporama et ensuite on le verra en détail. Mais je vais juste vous montrer ça pour que vous ayez déjà une vision globale de ce qu'on doit voir pour cette UE spécifique. Alors, cette zone orangée que j'ai représentée sur la diapositive précédente, eh bien, vous voyez qu'elle doit couvrir une zone relativement large qui est couverte par des structures musculaires. Alors, il y a des structures musculaires complexes, notamment le muscle élévateur de l'anus, et ce muscle élévateur de l'anus va former une sorte de plancher musculaire qui va couvrir la zone que je viens de décrire et qui va avoir en fait une double fonction. D'une part, de fermer cet orifice et en ce sens maintenir les organes dans la cavité pelvienne et éviter qu'ils soient extériorisés par ce défilé pelvien, mais d'autre part ménager des orifices pour que les organes situés dans la cavité pelvienne puissent communiquer avec l'extérieur, notamment pour que les urines ou les matières fécales puissent s'écouler, ou que chez la femme, il puisse y avoir des rapports sexuels avec la cavité vaginale. Alors, si on regarde ce plancher musculaire, composé encore une fois du muscle élévateur de l'anus principalement, on va voir qu'il supporte ces organes pelviens. Et là, sur cette diapositive, j'ai juste rajouté le rectum en arrière, le vagin et l'utérus au milieu, utérus, organe central de la cavité pelvienne, et puis en avant, la vessie et l'urètre. Donc vous voyez que tout ça repose sur ces structures musculaires qu'on décrira progressivement au cours de cet enseignement, et on verra qu'il y a plusieurs orifices, et notamment en arrière, un orifice pour l'anus, et en avant, chez la femme, un orifice pour le vagin et l'urètre. C'est ce qu'on appelle la fente urogénitale. Donc, vous voyez que ce muscle qui est assez fin, comme on peut l'imaginer ici, il a quand même une fonction très particulière, à la fois d'organiser un support pour les organes pelviens, mais de se comporter un peu comme un diaphragme qui va s'ouvrir au moment de la défécation, au moment de la miction, au moment du rapport sexuel aussi, et qui va se refermer le reste du temps pour qu'on soit continent. Et on comprend que si ce muscle est défectueux, il va y avoir des pertes d'urine accidentelles, des pertes de matière fécale accidentelle, c'est ce qu'on appelle une incontinence fécale, une incontinence urinaire. Si ces orifices ménagés par le muscle élévateur de l'anus sont trop larges, les organes ne vont plus être maintenus. On va avoir ce qu'on appelle un prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes. Donc vous avez tous probablement dans votre entourage une grand-mère ou une personne âgée qui, après de nombreux accouchements, a vu progressivement se détériorer son muscle élévateur de l'anus. Et il n'est pas rare donc de voir des patientes âgées,
même moins âgés, avoir des fuites d'urine ou avoir carrément une descente d'organes, c'est-à-dire une boule qui sort par le vagin ou qui sort par l'anus parce que ce muscle s'est complètement dilacéré. Alors vous voyez que ce muscle élévateur de l'anus, encore une fois on décrira en long, en large, dans tous les sens, eh bien il s'insère latéralement sur les parois osseuses et donc on a là des zones de fragilité, c'est-à-dire que ces insertions musculaires peuvent se détacher et donc on peut avoir un muscle qui va plus être fonctionnel et donc toutes les complications qui peuvent s'en suivre, c'est-à-dire des complications digestives, sexuelles et urinaires. Alors, on va maintenant faire tourner le bassin dans l'autre sens et on va regarder à nouveau ce muscle. Alors vous voyez que latéralement, la cavité pelvienne est fermée par un certain nombre de ligaments. Un certain nombre de ligaments ici, on les verra, les ligaments sacro-épineux, sacro-tubéraux, qui ferment latéralement et en arrière cette cavité. Alors on retrouve ici le muscle élévateur de l'anus, sa portion puborectale qu'on écrira ensuite, sa portion pubocoxygienne qui se termine en arrière sur le coccyx, et puis une portion latérale qui s'appelle la portion iliocoxygienne. On commence à voir apparaître sur ce schéma une structure ici qui entoure l'orifice vaginal, qui est le bulbe vestibulaire, l'équivalent du corps spongieux chez l'homme, qui est une formation érectile de la femme. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle le périnée, qui est l'ensemble des parties molles qui ferment en bas l'enceinte pelvienne. Donc, dans ces parties molles, il y a certes les muscles qu'on vient de voir, mais il y a aussi des structures génitales, les organes génitaux externes, et puis il y a des aponevroses, des fascias, des muscles, enfin il y a tout un tas de structures complexes qui ne peuvent être vues que par cette vue inférieure de la cavité pelvienne et qui donc ferment en bas, et c'est ce qu'on appelle donc le périnée. Alors on retrouve le sphincter, le sphincter qui fait aussi partie des muscles du périnée, qui est étroitement intriqué avec le muscle élévateur de l'anus, les muscles transverses, et puis voilà, donc l'orifice pour le vagin, la fente urogénitale, etc. Donc j'avance. Alors le bulbe vestibulaire se poursuit en avant avec le clitoris. Donc vous voyez qu'on a toutes ces structures-là qui sont donc des éléments du périnée, qui sont donc des structures sexuelles. Donc vous voyez, le périnée, déjà, c'est une structure complexe qui ne contient pas que des muscles, mais qui contient donc des structures génitales. Et donc, ça va jouer un rôle important dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, même si c'est une région que l'on cache. On montre pas toujours son périnée à l'extérieur. Néanmoins, quand le périnée fait parler de lui, en général, c'est assez bruyant, puisque le périnée joue un rôle dans la fonction digestive, urinaire et sexuelle, donc dans la vie sociale. Et donc c'est une région extrêmement riche. Et on comprend aussi que c'est une région fragile, parce que si au niveau du thorax, et c'est pour ça que je montrais cette image au départ, la thorax est très fermée et solidement protégée par des côtes et des vertèbres, donc bien sûr il faut protéger le cœur au maximum, les poumons, les organes vitaux. Vous voyez que quand on descend au niveau de la cavité abdominale, il y a les muscles, il peut y avoir des zones de faiblesse, qu'on appelle des hernies. Et puis au niveau du pelvis, alors certes c'est très protégé latéralement par l'os iliaque, mais vous voyez qu'en bas, on a des structures qui sont assez fines et qui, comme cela sur le dessin, peuvent vous paraître assez fragiles, et c'est le cas. Notamment après un accouchement traumatique, où vous voyez que la tête du bébé doit passer à travers l'orifice pour le vagin et l'urètre, et cette tête du bébé qui va occuper, lorsqu'elle va passer, la tête du bébé elle fait cette taille, d'accord, donc elle va occuper
toute cette zone ici, lorsqu'elle va passer, vous voyez que toutes ces structures du périnée vont être complètement écartées sur les côtés. Et si on a un accouchement qui se passe bien et vite, bien c'est parfait. Si c'est un accouchement qui dure et qui nécessite des forceps, où on va prendre des pinces pour extraire le bébé, bien vous imaginez qu'il peut y avoir des lésions à cet endroit. Et donc, voilà, des conséquences urinaires, digestives et sexuelles. Alors, toutes ces structures musculaires sexuelles, elles doivent être commandées. Elles sont innervées par des structures, par des nerfs complexes, des nerfs végétatifs, des nerfs somatiques qui vont innerver les muscles striés, qui vont innerver les formations composés musculaires lisses, comme les fonctions, les organes sexuels. Et donc, on a un certain nombre de nerfs. Alors, on ne va pas tous les voir, mais il y a le nerf pudendal, qui est un nerf principalement somatique, qui va innerver les muscles de la région. Et puis, il y a des plexus nerveux qui vont innerver les viscères. Alors, je vous disais, il n'y a pas que des muscles, il y a aussi des fascias, donc, qui recouvrent tout ça. Et enfin du tissu graisseux. Vous voyez que là il y a du tissu graisseux qui forme la fosse ischio-rectale autour du canal anal. Vous voyez que, donc là vous êtes assis sur à cet endroit-là, il y a un petit coussin adipeux ici de part et d'autre des ischions. Et puis bon, voilà. Alors on distingue dans le périnée qui a globalement une forme losangique, deux triangles, un triangle antérieur et un triangle postérieur. Le triangle antérieur est dit triangle urogénital, et le triangle antérieur urogénital, le triangle postérieur, le triangle anal. Vous voyez que ces deux triangles sont en fait délimités par les branches ischio-pubiennes de chaque côté et la pointe du coccyx en arrière. Et donc on a comme ceci deux zones distinctes, voilà, qu'il faut connaître. Alors je terminerai juste cette introduction en vous montrant une des fonctions du périnée, une fonction dynamique. Si on fait une coupe de la région pelvienne, une coupe sagittale, on retrouve notre pelvis comme ceci, le muscle obturateur interne et le muscle élévateur de l'anus qui va supporter les organes. Donc vous voyez qu'on a le rectum en arrière, le vagin, l'urètre et la vessie en avant, et tous ces organes-là sont amarrés au muscle élévateur de l'anus qui lui-même est amarré au muscle obturateur interne. Donc vous voyez que là il y a une zone d'insertion qui peut être fragilisée. C'est la zone d'insertion du muscle élévateur de l'anus sur l'os et sur le muscle obturateur interne peuvent être fragilisés, et donc lorsque c'est fragilisé, les organes ne sont plus bien maintenus. On va le voir sur un exemple avant de commencer le cours, concernant l'incontinence urinaire, où vous comprenez très simplement sur ce schéma que le vagin, par ses amarres latérales sur le muscle élévateur de l'anus qu'on voit en transparence derrière, supporte le canal de l'urètre. Et les femmes, quand vous faites un effort de toux, la pression augmente dans la cavité abdominale et va pousser sur la vessie, et cette pression sur la vessie va se répercuter sur l'urètre, et cette pression poussant sur l'urètre est contrecarrée par la pression en dessous du vagin qui maintient l'urètre en place. Et donc, quand une femme fait un effort de toux ou autre chose, elle court ou elle saute, le fait d'avoir un muscle élévateur de l'anus qui amarre bien les organes, fait qu'à chaque effort de toux, l'urètre, vous voyez, se trouve compressé entre ces deux forces, et donc il n'y a pas de fuite à l'effort. Donc l'urètre est fermé. Si ces forces inférieures sont déficientes, si le muscle élévateur de l'anus est décroché ou si le vagin n'est plus bien amarré, il va y avoir des fuites à l'effort, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un effort de toux, il va y avoir des fuites involontaires, des pertes involontaires d'urine, parce que l'urètre n'est pas bien maintenu
d'une part ses attaches latérales et d'autre part en arrière le vagin. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner un exemple de fonction du périnée et de ses rapports avec l'os et les muscles, puisque c'est l'objectif de cet enseignement. Alors, donc on va donc commencer ce cours en parlant cette fois-ci vraiment d'ostéologie. Alors le dessin, vous le retrouvez, il est sur... c'est une des figures, avant de commencer la description de l'os iliaque, je donne juste une vision très générale du bassin osseux. Le bassin osseux, il est constitué des deux os iliaques, latéralement, du sacrum en arrière avec le coccyx, et donc tous ces os sont très solidement articulés les uns aux autres. En avant, les deux os iliaques sont soudés par la symphyse pubienne, qui est donc une amphiarthrose, une articulation fibrocartilagineuse, qui est renforcée par des ligaments. Les deux os iliaques sont des os plats, qui ont globalement une forme de S italique. Enfin, une forme d'hélice, mais la forme de S italique, c'est la crête iliaque. Il y a une forme de S italique qu'on verra quand on regarde du dessus, mais globalement, l'os iliaque a une forme d'hélice, très globalement. Et puis, en arrière, eh bien, le sacrum qui se poursuit avec le coccyx, et donc deux articulations sacro-iliaques de chaque côté entre l'os iliaque et le sacrum. Alors, ces articulations, elles sont très peu mobiles, sauf lors de la grossesse, où elles deviennent un tout petit peu plus mobiles, mais quand même très peu. Et cette augmentation de la mobilité lors de la grossesse, eh bien, permet d'élargir un tout petit peu l'espace entre ces os pour favoriser l'accouchement. Alors, ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais que vous réalisiez à partir de ce schéma, c'est que l'os iliaque eh bien, est un os très complexe et qui a une fonction majeure, qu'en a plusieurs d'ailleurs. D'une part, il s'articule avec le membre inférieur ou le membre pelvien, et j'ai représenté ici le fémur, et par conséquent, eh bien, il va y avoir une transmission par l'intermédiaire des os iliaques de chaque côté, du poids du corps au membre inférieur. Et donc, on peut imaginer que le poids supporté par les vertèbres eh bien, va se transmettre aux articulations sacro-iliaques, puis va se transmettre notamment via la ligne arquée, qui est une structure très dense de cet os, eh bien, au fémur, et puis ensuite donc aux membres pelviens. Donc il y a un rôle de transmission de pression, et notamment au niveau de l'articulation coxo-fémorale ici, et vous imaginez bien que sur cette partie supérieure de l'articulation coxo-fémorale, eh bien, il y a tout le poids du tronc qui s'exerce à ce niveau, et on comprend, alors c'était le sujet du cours de la fois dernière, mais on le reverra, on comprend qu'il peut y avoir une usure ici de l'articulation à la partie supérieure de cette articulation coxo-fémorale, c'est ce qu'on appelle de l'arthrose. Alors, rôle de transmission, mais aussi un rôle de protection de tout ce qu'il y a en dedans, tout ce qui est à la surface interne de cet os iliaque, puisque là, on va retrouver tous les éléments de la cavité pelvienne qui font donc l'objet de ce cours. Alors, on va voir donc l'os iliaque sur sa vue externe, donc qui est le premier élément à décrire du bassin osseux. Donc je vous ai dit, c'est un os qui est pair, qui est une forme d'hélice globalement, qui est plat. Donc c'est un os dont il faut décrire un bord supérieur, un bord inférieur, un bord postérieur et un bord antérieur. Sur
cet os, on peut aussi décrire une face interne et une face externe. C'est ce que l'on voit ici, où sur cette face, on va voir l'articulation avec la tête fémorale. Alors, retenez d'emblée, et je l'avais déjà dit, que l'os iliaque est formé à partir de 3 noyaux osseux qui sont l'ischium, le pubis et l'ilium. Donc il y a 3 noyaux osseux qui, au cours du développement, vont fusionner entre eux. Et au niveau de cette zone de fusion, donc on a donc l'ilium, ici, que je montre ici, l'ischium, sur lequel vous êtes assis actuellement, quand vous mettez les mains sous les fesses, c'est l'ischium que vous sentez, la tubérosité ischiatique. Et puis en avant, donc le pubis. Voilà. Alors ces 3 noyaux osseux vont fusionner, et au point de fusion, c'est là où on va trouver la surface articulaire avec la tête fémorale. Cette surface articulaire qu'on appelle l'acétabulum, que je montre ici, comprend plusieurs parties. Il y a une partie périphérique qui est la partie articulaire qui a globalement, vous voyez, une forme de croissant à concavité inférieure. Cette partie articulaire, ici, est recouverte de cartilage et va être en contact direct avec la tête fémorale. Au centre, il y a une partie qui est dite non articulaire, qui est comblée de tissus graisseux. C'est ce qu'on appelle donc l'acétabulum non articulaire ou la fosse acétabulaire. Et puis, il y a une échancrure ou une incisure que l'on trouve ici, qui est entre les 2 extrémités du croissant articulaire de l'acétabulum. C'est l'incisure ischio-pubienne, ici, où il y a un ligament qui n'est pas représenté, qu'on appelle le ligament transverse, donc qui vient d'une extrémité à l'autre de cet acétabulum partie articulaire. Cet acétabulum articulaire est bordé d'une crête osseuse qu'on appelle le limbus acétabulaire. Cette crête osseuse, en fait, augmente la congruence entre l'acétabulum et la tête fémorale. Donc ça, on le verra plus en détail lorsqu'on décrira cette articulation. Donc retenez juste pour commencer que sur cette face extérieure, ou dite exopelvienne de l'os coxal, on a à l'union de l'ilium, de l'ischion et du pubis, l'acétabulum avec ses différentes parties articulaires et non articulaires. Alors, on va regarder maintenant la partie supérieure de l'os coxal, et on va voir donc qu'il y a un bord supérieur. Ce bord supérieur, c'est ce qu'on appelle la crête iliaque, que vous pouvez parfaitement palper sur vous-même. Cette crête iliaque, elle va d'une épine iliaque antérieure supérieure à une épine iliaque postérieure et supérieure. Donc c'est une crête iliaque qui, quand on la regarde sur une vue supérieure, a une forme de S italique. Cette crête iliaque donc va donner insertion pour des muscles larges de la cavité abdominale. On ne va pas la décrire plus que ça, si ce n'est qu'elle se projette en regard du disque entre L4 et L5. Ce que je vous avais dit, c'est un repère important, notamment pour les ponctions lombaires. Donc la crête iliaque, on peut la palper, et si vous dessinez artificiellement une ligne horizontale qui va d'une crête iliaque à l'autre, vous êtes à peu près, alors c'est variable d'un sujet à l'autre, mais à peu près entre L4 et L5, donc bien en dessous de la terminaison de la moelle épinière, ce qui permet d'effectuer une ponction lombaire. Alors sur cette face extérieure ou exopelvienne de l'os coxal, on va trouver des lignes, des crêtes osseuses qu'on appelle des lignes glutéales. Alors, une ligne glutéale antérieure,
une ligne glutéale postérieure qui partent du sommet de la qui partent de la partie supérieure de la grande échancrure ischiatique, qu'on décrira après, qui vont former donc des crêtes osseuses. Là, vous voyez que la ligne glutéale antérieure est beaucoup plus longue et donc traverse toute la partie externe de la face glutéale de l'ilium et va jusqu'à l'épine iliaque antérieure supérieure. Et donc ces crêtes ou ces lignes glutéales eh bien, vont délimiter des espaces pour les muscles glutéaux, donc les gros muscles de la fesse. Alors si on descend un petit peu ensuite, donc on a décrit le bord supérieur, on va voir le bord postérieur et le bord antérieur. Le bord postérieur, vous voyez, est marqué par des petites saillies osseuses qui sont les épines iliaques. Alors, il y a une épine iliaque postérieure supérieure, postérieure inférieure, de la même manière qu'il y en a une antérieure supérieure et inférieure, comme on voit sur le schéma. L'épine iliaque postérieure supérieure, elle est toujours palpable, on la voit. Vous verrez sur les photos qui sont dans le livre que sur une vue postérieure, on la voit parfaitement. Alors même chez les sujets obèses, elle est parfois plus difficile à mettre en évidence, mais en général, on peut la palper assez facilement. L'épine iliaque postérieure et inférieure, elle est plus difficilement palpable, donc je ne poserai pas de questions sur l'épine iliaque postérieure et inférieure, savoir si elle est palpable ou non, parce que c'est très variable, c'est très dépendant de la morphologie du sujet. En tout cas, l'épine iliaque postérieure et supérieure, elle est palpable, de même que l'épine iliaque antérieure et supérieure. L'épine iliaque antérieure et inférieure, elle, est beaucoup plus profonde et n'est en général pas palpable. Alors, faisant suite à ces épines iliaques, on va avoir une succession d'échancrures, donc d'ouvertures. Il y a d'abord une grande ouverture qu'on appelle la grande échancrure ischiatique, puis une petite échancrure ischiatique, les deux étant séparés par l'épine ischiatique. Alors ça, on verra plus tard que c'est des repères osseux importants. En termes de topographie, il y a un certain nombre de ligaments. Il y a le ligament sacro-épineux notamment qui va entre le sacrum et l'épine ischiatique, qui va donc délimiter ces deux régions dans lesquelles vont passer des choses assez importantes. Il y a le grand nerf sciatique qui va passer au-dessus de l'épine ischiatique, et puis en dessous, eh bien, il y a le nerf punadal notamment qu'on décrira plus tard. Alors là, tout ça, c'est donc l'ilion, et l'ilion va se poursuivre avec l'ischion, ou l'ischium, qui comprend en gros deux parties. C'est beaucoup plus simple, cette partie de l'os coxal. Il y a d'une part le corps, et puis en dessous l'ischium, ou la tubérosité de l'ischium, qui est ici. Alors vous voyez, ce corps de l'ischium eh bien, supporte en quelque sorte en arrière la corne postérieure de l'acétabulum. Et puis donc on a le bord inférieur de l'os coxal. Ce bord inférieur ici, donc c'est la tubérosité de l'ischium. Et puis ceci va être en continuité avec le pubis que l'on va décrire maintenant, qui est en fait, quelque sorte la partie la plus complexe de cet os coxal. Alors le pubis que l'on voit ici sur la partie antérieure de l'os, eh bien, il comprend en gros 4 parties. Il y a d'une part ce qu'on appelle le corps ou la lame quadrilatère. Donc c'est la partie essentielle, la plus forte de cet os, qui va donc se poursuivre avec une branche horizontale, la branche horizontale du pubis ici, qui se poursuit avec l'éminence iliopubienne, qui va donc se poursuivre avec l'ilium en haut. Et donc vous voyez cette branche horizontale du pubis eh bien, est en contact direct avec l'acétabulum. Alors cette branche horizontale du pubis, elle est triangulaire à la coupe, c'est-à-dire que si on fait une coupe ici, eh bien, on va avoir un bord antérieur ou antéro-inférieur du pubis,
Et puis on va avoir deux bords postérieurs, ici un bord postéro-supérieur qu'on verra après, et puis un bord postéro-inférieur qu'on verra sur la vue endopelvienne. Alors sur ce bord supérieur, enfin sur cette branche horizontale du pubis, on décrit ce qu'on appelle la surface pectinéale, qui est donc cette partie de la branche horizontale du pubis, qui est située entre le bord antéro-inférieur et le bord postéro-supérieur qui est ici. Et cette surface pectinéale du pubis, qui est donc limitée par ces deux bords, eh bien, vous voyez qu'en dedans, elle laisse passer l'épine du pubis, qui est donc une petite saillie osseuse, qui est assez importante puisqu'il y a pas mal de muscles de la paroi abdominale qui s'insèrent dessus, et donc qui est situé ici, on va dire, à l'union entre le bord antéro-inférieur du pubis et le bord postéro-supérieur. Alors, en dessous de cette branche horizontale du pubis, eh bien, il y a une gouttière, et une petite gouttière osseuse dans laquelle vont passer notamment les pédicules obturateurs. Donc les pédicules obturateurs, avec notamment le nerf obturateur, qui va innerver les muscles adducteurs, donc qui permettent donc de ramener les jambes vers l'intérieur. Et donc là, on a une structure, une gouttière osseuse sous la branche horizontale du pubis. Alors ensuite, cette branche, le corps du pubis et le pubis se poursuivent en bas et vont être en continuité avec l'ischéum et ce qu'on appelle donc la branche inférieure du pubis ou la branche ischio-pubienne. Donc vous voyez, tout ceci se poursuit en continuité avec l'os. Donc initialement, ces structures n'existaient pas. On avait nos trois noyaux osseux et puis donc progressivement ils vont se fusionner. Et c'est ce qui fait que donc on va avoir l'éminence iliopubienne et la branche inférieure du pubis par exemple. Alors vous voyez que sur cette partie inférieure de l'os, eh bien on a un orifice qui est le foramen obturé. Alors obturé parce qu'il est fermé par une membrane et des muscles de chaque côté. Il y a un obturateur interne, un obturateur externe. Mais il y a néanmoins, si on ne prend que la structure osseuse, eh bien un orifice qui est le foramen obturé. Donc il faut en connaître ses limites, puisque elles sont très simples. En arrière, on a le corps de l'ischéum, la tubérosité de l'ischéum en bas, la branche inférieure du pubis et le pubis en avant. Au-dessus, eh bien, vous avez l'acétabulum. Donc voilà, cette région est aussi à connaître. Alors, on regarde sur l'os ce que ça représente. On voit sur cette vue extérieure de l'os, vous voyez l'épine iliaque antérieure supérieure, l'épine iliaque antérieure inférieure qui est beaucoup moins marquée, qui est beaucoup moins profonde, ce qui fait qu'elle n'est pas palpable. L'épine iliaque postérieure supérieure, postérieure inférieure, la grande échancrure ischiatique ici, l'épine ischiatique, la petite échancrure, et puis l'ischéum ici, et vous voyez ici le foramen obturé. Entre parenthèses, vous voyez aussi l'acétabulum, avec sa partie périphérique qui est articulaire, et puis cette partie centrale qui est non articulaire, comblée de tissus adipeux. Et puis, vous voyez un petit rebord osseux, voilà, qui est une crête osseuse qui entoure donc cet acétabulum ici. Alors, donc cette partie qu'on vient de décrire, c'est un peu celle qu'on devait décrire la fois dernière pour l'articulation coxo-fémorale, mais bon, là, ça nous donne l'occasion de la voir une autre fois. Ce qui va plus nous intéresser dans cette UE, eh bien, c'est cette face endopelvienne ou face interne de l'os coxal ou de l'os iliaque, puisque c'est celle qui va être en contact avec les organes pelviens
Et c'est sur cette face que vont s'insérer les structures musculaires qui constituent le diaphragme pelvien et le périnée. Donc on va retrouver, eh bien, comme on l'a décrit à l'instant, les différents bords de cet os. Donc l'avant est ici et l'arrière est par là. Donc on a une crête iliaque, on va avoir un bord antérieur avec une épine iliaque antéro-supérieure, antéro-inférieure, qui se poursuit donc avec l'éminence iliopectinée, puis le pubis ici. En arrière, on va avoir l'épine iliaque postéro-supérieure, postéro-inférieure, la grande échancrure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite échancrure ischiatique, et puis l'ischium, et enfin le foramen obturé, qui laisse passer le pédicule obturateur ici dans la gouttière sous-pubienne. Donc cette gouttière sous-pubienne que je montre ici sur cette flèche, eh bien, on la voit réapparaître ici. Et donc là, comme je vous l'ai dit, il y a les nerfs, notamment le nerf obturateur, qui passe ici pour énerver les muscles adducteurs. Alors sur cette vue, sur cette vue endopelvienne de l'os coxal, eh bien, c'est là où on va pouvoir voir les surfaces articulaires, notamment en avant le corps du pubis avec la symphyse pubienne, et en arrière une surface articulaire qui a une forme globalement d'oreille, qu'on appelle donc la surface auriculaire, qui va s'articuler avec une surface symétrique située au niveau du sacrum. Donc c'est une articulation de type diarthrose à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a du cartilage et il y a des ligaments, une capsule qui renforce cette articulation. Alors il y a surtout sur cette vue interne, on voit ici la ligne arquée, qui est donc une crête osseuse extrêmement marquée, qui va en quelque sorte diviser cette vue endopelvienne de l'os coxal en une partie inférieure et une partie supérieure. Et vous voyez que cette ligne arquée, eh bien, on la dessine depuis la surface auriculaire, donc la surface articulaire avec le sacrum. Elle est oblique en bas et en dedans. C'est celle qui va former, quand on les dessine les deux sur une vue supérieure, cette image de cœur en carte à jouer. Et cette ligne arquée, eh bien, va se poursuivre ici avec le bord postéro-supérieur du pubis, qu'on appelle aussi la crête pectinéale. Donc je vous ai dit que la branche horizontale du pubis, elle est triangulaire à la coupe. Donc il y a donc, si on fait une coupe passant par cet endroit-là, eh bien on va avoir un bord postéro-supérieur qui est ici, un bord postéro-inférieur qui est ici, et puis un bord antérieur qu'on ne voit pas, parce qu'il est là, le bord antérieur, il est là. D'accord ? Donc sur cette vue endopelvienne, le bord antérieur ou antéro-inférieur, il est de l'autre côté, on ne le voit pas. Mais là, on retrouve donc nos deux bords qu'on n'avait pas décrits, le bord postéro-inférieur et postéro-supérieur, donc postéro-supérieur ici, postéro-inférieur. Le postéro-supérieur, eh bien, fait suite à la ligne arquée. Cette ligne arquée, le bord postéro-supérieur, eh bien, on le verra la prochaine fois, vont déterminer le détroit supérieur, c'est-à-dire que c'est une zone de rétrécissement du bassin, une zone de rétrécissement qui est extrêmement rigide, parce que vous voyez que à ses extrémités, eh bien, ce sont les articulations sacro-iliaques et l'articulation du pubis. Donc j'ai dit qu'elles étaient extrêmement rigides et peu mobiles, ce qui fait que c'est une zone de passage difficile, enfin, potentiellement difficile lors de l'accouchement. Alors on va retrouver donc aussi, eh bien, ce qu'on a décrit, le foramen obturé, et puis donc sur cette vue postérieure, eh bien, ce que j'ai dit, donc l'épine ischiatique et les échancrures ischiatiques. Alors on regarde, si on regarde
sur cette pièce osseuse, eh bien, bon, ben, on retrouve épiniaque antéro-supérieur, antéro-inférieur, éminence iliopectinée ici, et puis le pubis, le foramen obturé, l'épine sciatique, etc. Et vous voyez cette surface articulaire ici, bon, qu'il faut imaginer un peu avec les yeux de la foi, mais qui a été comparée à une oreille, donc la surface auriculaire. Donc on a aussi une surface auriculaire au niveau du sacrum qui fait miroir à cette articulation, à cette surface articulaire ici. Alors, sur ce même schéma, on peut justement rajouter le sacrum. Juste... Sur cette face endopelvienne, on peut donc rajouter le sacrum qu'on va décrire tout de suite. Mais vous voyez que ce sacrum va s'articuler ici avec la surface auriculaire qu'on vient de décrire. Et vous reconnaissez ici des éléments qu'on a décrits lors des cours sur les vertèbres, notamment le canal sacral qui est ici, et ce canal sacral qui poursuit le canal vertébral, dans lequel on trouvera plus haut, au niveau de L2, la terminaison de la moelle épinière. Alors il y a le sacrum, ce sacrum qui est constitué donc de vertèbres fusionnées entre elles, et bien, qui s'articule donc avec le ciliaque. Vous voyez qu'il y a une angulation ici qui, chez la femme, est très marquée puisque les fesses sont plus cambrées. Et ce sacrum ici se poursuit avec le coccyx, et on a l'habitude de dire que le coccyx se projette au niveau du bord supérieur du pubis. Alors c'est pas toujours le cas, mais chez l'homme, le coccyx en moyenne se projette en dessous de cette ligne horizontale passant par le bord supérieur du pubis, ce qui fait que l'angulation faite entre l'axe du rachis lombaire et l'axe du sacrum serait moins marqué, et on aurait quelque chose, un axe qui serait comme ceci, si je dessine, qui serait comme ceci chez l'homme, si on descend, vous voyez, le coccyx. Donc là, on a représenté, ce qu'on décrira la prochaine fois, l'excavation pelvienne. Donc c'est sur cette vue de sagittale, l'os iliaque, le coccyx et le sacrum en arrière, donc qui forment donc cette enceinte osseuse, constituant donc le bassin osseux. Alors tous ces dessins-là, vous pouvez les construire, hein. J'ai mis dans le livre des repères anatomiques assez simples qui vous permettent de les construire. Alors on va voir maintenant le sacrum. Donc le sacrum, c'est un os plat qui a globalement une forme de pyramide. Alors je représente, il y a un autre petit schéma que j'ai trouvé qui est très simple pour comprendre. Vous voyez, globalement, là c'est le dessin officiel du sacrum. Là, on le voit ici, dessiné de manière très schématique. Donc cet os plat qui a une forme de pyramide inversée, donc avec un sommet ou un apex vers le bas, et puis une face supérieure ou la base de la pyramide qui regarde vers le haut et qui va s'articuler avec L5 par l'intermédiaire du disque intervertébral, donc L5-S1. Il y a deux bords, deux faces, plutôt deux faces latérales, et puis donc il y a une face dorsale et une face pelvienne. Vous voyez que il y a une concavité de cette pyramide. C'est pas une pyramide toute droite, puisqu'elle est concave aussi bien dans un plan sagittal que dans un plan transversal.
Globalement, c'est un os, vous voyez, qui épouse en quelque sorte les formes de la cavité pelvienne. Donc voilà, retenez cette forme globale du sacrum. Alors le sacrum, c'est la fusion des 5 dernières vertèbres sacrées, et du fait de cette fusion, eh bien, on va retrouver à l'âge adulte sur le sacrum, sur la face antérieure, sur la face postérieure du sacrum, on va découvrir un certain nombre de structures osseuses qui rappellent en quelque sorte eh bien, les éléments d'une vertèbre fondamentale qu'on a décrit précédemment. Alors, regardons pour commencer cette face antérieure du sacrum, que l'on voit ici sur cette vue. Donc on voit bien qu'il y a une concavité dans ce sens-là et une concavité dans ce sens-là qui est peut-être un peu moins marquée. Mais sur cette face antérieure du sacrum, eh bien, on va découvrir donc les différentes vertèbres sacrées qui sont fusionnées entre elles. Donc les disques intervertébraux se sont soudés les uns aux autres, et eh bien, il n'y a plus de disque à l'âge adulte. Il n'y a plus qu'une crête transversale qui va aller d'un foramen sacré à l'autre, comme ceci. Alors, à la différence des vertèbres, il y a un foramen sacré qui va vers l'avant, c'est un foramen sacré pelvien, et puis il y a des foramens sacrés postérieurs qu'on voit ici sur cette vue postérieure. Alors, il y a une crête transversale, on reconnaît le bord latéral ou les faces latérales, et puis en bas, eh bien, on a le coccyx, donc 4 à 6 vertèbres coccygiennes qui sont complètement soudées l'une à l'autre. Au sommet, enfin à la base de la pyramide plutôt, eh bien, on a une surface articulaire avec la première vertèbre sacrée que l'on voit ici, et puis en arrière, eh bien, on a des processus articulaires supérieurs, comme on avait les processus articulaires supérieurs au niveau des vertèbres à l'étage supérieur. Alors c'est surtout sur la face postérieure du sacrum que on va voir un certain nombre de crêtes et de tubercules qui vont en quelque sorte rappeler les éléments d'une vertèbre fondamentale. Alors, on voit les processus articulaires supérieurs, on voit l'entrée de l'orifice du canal sacral qui fait suite au canal vertébral, et puis sur la ligne médiane, eh bien, on a une crête osseuse, qui est la crête sacrale médiane, qui est en quelque sorte le représentant des apophyses épineuses, des vertèbres sacrées qui ont fusionné entre elles et qui donc persistent sous forme d'une crête sacrale médiane. Si on va un peu plus latéralement, eh bien, on va voir qu'il y a d'abord une gouttière sacrale latérale qui est un vestige de la fusion des lames latérales des vertèbres. Puis on a une crête sacrale intermédiaire qui correspond à la fusion des processus articulaires, donc persistant sous forme de cette crête sacrale intermédiaire. Ensuite, on va avoir des foramen sacro-dorsaux, ici, puis une crête sacrale latérale, d'accord, ces crêtes sacrales latérales qui correspond à la fusion ou aux vestiges, plutôt des processus transverses de chaque vertèbre. Alors, cette crête sacrale médiane, résultant de la fusion des apophyses épineuses, eh bien, à sa partie inférieure, eh bien, elle va se diviser en deux et former 2 cornes sacrales. Et entre ces 2 cornes sacrales, eh bien, on va trouver ce qu'on appelle le hiatus sacral. Ce hiatus sacral, eh bien, c'est là où on peut faire les injections épidurales, c'est-à-dire que si on veut injecter dans l'espace épidural un anesthésiant pour faire une péridurale par exemple, eh bien, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir introduire l'aiguille pour pénétrer autour du sac dural. Ces 2 cornes sacrales,
eh bien, s'articule avec des cornes coccygiennes ici. Et donc on a une articulation sur laquelle je ne m'attarderai pas entre les cornes sacrales et les cornes coccygiennes. Alors, le sacrum donc est complètement encastré entre les deux os iliaques, avec une surface auriculaire ici qui répond à la surface auriculaire de l'os iliaque. Et cet os eh bien, a une mobilité extrêmement réduite. Cette mobilité peut néanmoins, comme je vous le dis, s'accentuer au cours de la grossesse, du fait de l'imprégnation hormonale qui va relâcher un petit peu les ligaments. Et à ce moment-là, eh bien, peuvent survenir des mouvements de nutation, dits de nutation ou de contre-nutation, qui sont donc des mouvements de rotation autour d'un axe qui passe en arrière de la surface auriculaire, ici, donc que j'ai représenté par une croix. Et donc, vous voyez, on a des mouvements soit de contre-nutation, soit de nutation. Et vous voyez, quand on a un mouvement de nutation, eh bien, le sacrum va avoir tendance à partir un peu vers l'arrière pour élargir un peu, en quelque sorte, le passage. Donc, on a des mouvements de nutation et de contre-nutation qui sont de quelques millimètres seulement, mais qui, bon, néanmoins, ont une importance lors de la grossesse. Alors, on voit sur cette face latérale du sacrum, eh bien, cette surface auriculaire, vous la retrouvez ici, qui est là, volumineuse, ici, sur cette pièce osseuse. Alors, on a habitude de dire, même si encore une fois c'est très variable, que cette surface auriculaire, ici, elle a à peu près la taille des deux premières vertèbres sacrées. Donc les deux premières vertèbres sacrées sont beaucoup plus volumineuses que les autres. D'ailleurs, si je reviens une seconde sur le schéma précédent, vous voyez ces deux vertèbres, deux premières vertèbres sacrées fusionnées, S1, S2, qui à elles seules eh bien, représentent à peu près la moitié de la longueur du sacrum. Et ensuite, donc, on a les trois autres vertèbres sacrées, vous voyez, qui sont, plus on descend et plus c'est la taille de ces vertèbres, plus la taille de ces vertèbres diminue. Voilà, donc retenez ces mouvements de nutation, contre-nutation, avec la zone du centre des mouvements. Donc, ça passe par cette croix ici, c'est donc une ligne horizontale dans un plan coronal, dans un plan frontal, passant donc par cette croix en arrière de la surface auriculaire. Alors vous pouvez regarder pour comprendre ces différentes structures, eh bien les photographies, enfin les schémas que je vous avais donnés pour le cours sur le rachis. Alors cette autre planche, eh bien vous montre ici des ligaments qui vont unir le sacrum, donc figure 1.6, qui vont unir le sacrum à l'os iliaque. Alors, il y a principalement deux ligaments, alors, en plus de l'articulation sacro-iliaque, il y a d'autres ligaments donc, qui vont unir le sacrum à l'os iliaque. Il y a le ligament sacro-épineux qui s'insère sur les faces latérales de S4 et S5, donc la quatrième et cinquième vertèbre sacrée, et qui vont se terminer sur l'épine ischiatique. Et puis, on a un ligament qui est beaucoup plus large, qui est le ligament sacro-tubéral, donc, qui va des épines iliaques postérieures, supérieures, inférieures, bord latéral du sacrum et du coccyx, et qui se termine donc sur
la tubérosité ischiatique ici. Donc c'est un ligament qui est très large au départ, puis qui se rétrécit et qui s'élargit à nouveau ici pour se terminer sur l'ischium. Donc vous voyez que ces ligaments limitent encore les mouvements de nutation et contre-nutation. Alors ces ligaments, on le verra plus tard aussi, mais délimitent au niveau des échancrures, eh bien, différentes zones. Et vous voyez que donc, le ligament sacro-épineux délimite la grande et la petite échancrure ischiatique. Et donc on a un certain nombre de structures que je ne vais pas décrire aujourd'hui, mais des structures importantes, vasculaires et nerveuses, qui passent par ces orifices qui sont maintenant bien déterminés ici entre le ciliaque et les ligaments, entre le sacrum et l'os coxal. Alors ces petits schémas ici sont juste pour vous montrer une vue supérieure du sacrum et remettre en place la crête sacrale médiane, fusion des apophyses épineuses, les ailes sacrales, les processus articulaires supérieurs, et puis l'entrée du canal sacral ici. Donc ça c'est une vue supérieure, facile à comprendre. Un peu plus compliqué, une coupe passant par le sacrum, qui va vous montrer donc un foramen sacré postérieur et un foramen sacré antérieur, ce qui est un peu différent des vertèbres classiques, avec donc un trou de conjugaison ici. Alors, j'ai juste remis cette planche ici qu'on a déjà décrite, mais qui est importante, notamment dans le cadre de la maïeutique, puisque lors de l'accouchement, la péridurale est vraiment un geste extrêmement fréquent. Donc je vous rappelle que le sac dural se poursuit par le phylum terminal ici, avec le cordon qui poursuit la moelle épinière. Et donc tout ceci n'a pas de valeur fonctionnelle. Néanmoins, le sac dural entoure la moelle épinière et entoure l'espace subarachnoïdien avec le liquide cérébrospinal en bleu ici, et autour, on a l'espace épidural autour du sac dural, et c'est dans cet espace-là qu'on peut injecter par différentes voies d'abord, mais on peut passer par le hiatus sacré pour injecter ici une substance anesthésiante qui va diffuser progressivement et anesthésier les racines nerveuses sacrées et permettre ainsi une anesthésie péridurale dont vous avez, je pense, tous entendu parler au moins une fois. Alors, on revient un instant sur cette vue antérieure. Donc, pour replacer les articulations, donc sacro-iliaque de chaque côté, la symphyse pubienne, donc qui est constituée d'un fibrocartilage renforcé par des ligaments, comme je vous l'ai dit. Donc, on voit ici la symphyse pubienne qui est ici. On voit les articulations sacro-iliaques. Donc, on imagine bien que ces articulations sont très peu mobiles. Alors, on va juste survoler un peu avant de terminer toutes les structures qu'on vient de voir, mais sur une vue postérieure, inférieure et supérieure, pour retrouver les images de synthèse que je vous ai montrées. Donc là, sur ce schéma, vous voyez une vue postérieure, donc des articulations sacro-iliaques, de l'articulation coxo-fémorale, ici de chaque côté. On voit ici, dans la profondeur, le pubis, et puis en arrière, enfin plutôt en avant puisqu'on est vue postérieure, le coccyx. Donc il y a les différentes structures du sacrum que vous retrouvez ici, et vous voyez sur cette photo ici, les crêtes, et donc c'est la même chose, mais en vrai. Donc la crête iliaque ici, l'épine iliaque postérieure supérieure,
postérieure inférieure ici. Donc vous voyez là, pour la palper chez quelqu'un qui a des grosses fesses, c'est pas évident. Par contre là, si vous palpez bien, vous palpez sur vous ce soir ou entre vous comme vous voulez, eh bien vous pourrez facilement, pratiquement toujours palper. Ici c'était cette épine iliaque postérieure supérieure. Vous voyez là, on imagine bien qu'elle est palpable sous la peau. On voit ici la grande échancrure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite échancrure, l'ischion, la branche ischiopubienne. Vous voyez le foramen obturé qu'on voit ici dans l'ombre, derrière, comme ceci. Très bien. Alors, on a bientôt... Alors ça c'est pour construire le dessin. Alors là c'est la même chose mais sur une vue supérieure. Je vous disais tout à l'heure que la crête iliaque a une forme globalement en S allongée. Bon, c'est à peu près le cas ici. Et sur ce schéma, eh bien, on retrouve la ligne arquée ici, qui se poursuit avec la crête pectinéale ou le bord. La flèche noire est plus visible, je trouve. Oui. La crête pectinéale ou le bord postéro-supérieur du pubis. Donc là, on a le bord postéro-supérieur du pubis, le bord antérieur et inférieur du pubis. Donc on le retrouve ici. Vous voyez là, ici, je vais agrandir un tout petit peu, on le voit mieux de ce côté. La ligne arquée qui est ici. Et là, donc c'est le bord postérieur supérieur du pubis, le bord intérieur ou antéro-inférieur du pubis. Donc on a nos deux bords ici, ici, et ces deux bords se rejoignent, et au niveau de cette zone où ils se rejoignent, eh bien on a l'épine du pubis qui est ici. D'accord ? Alors sur cette vue supérieure, eh bien, il faut la connaître, il faut être capable de reconnaître toutes les structures que vous voyez. Voilà, classiquement, les dessins qu'on a décrits et que je vous encourage à faire avec les repères que j'ai donnés, vous avez vu que chaque année, j'en mets un à l'examen, enfin j'en mets même plusieurs, même la plupart sont retrouvés à l'examen avec une demande de légende. Alors, il n'y aura pas de photos comme celle-ci. Il y aura juste des dessins parce que les photos, ça ne sera pas très bien. Alors, ce que je voulais surtout que vous voyez sur cette vue supérieure, c'est ce qu'on appelle le détroit supérieur. Donc, au départ, ce que j'avais montré sur cette vue supérieure ici, si je la retrouve, voilà. D'accord. Donc là, ce que j'avais représenté ici en orange, c'est en forme de cœur de carte à jouer, eh bien, on le retrouve ici. Et donc, ce détroit supérieur, qu'on redécrira un peu plus en détail la prochaine fois, eh bien, en arrière plutôt, il est constitué par le promontoire, qui est le bord antérieur du disque intervertébral entre L5 et S1. Latéralement, les ailes du sacrum, leur bord antérieur. Ceci, donc on voit ici, le promontoire ici, le bord antérieur de l'aile du sacrum que je montre ici, qui est ici. Ensuite, la ligne arquée, cette ligne arquée qui se poursuit avec le bord postéro-supérieur du pubis, et puis ensuite le bord supérieur de la symphyse pubienne. Et donc cette structure ici est extrêmement rigide, et donc la tête fœtale doit passer à cet endroit-là. Et donc si cet orifice est très rétréci, eh bien il peut y avoir des difficultés, et ça peut être une indication, lorsque le bassin est dit très étroit, à faire une césarienne si on pense que la tête ne va pas passer par cet endroit. Donc ça, c'est le détroit supérieur dont les limites doivent être connues. Alors si on fait maintenant une coupe, une coupe frontale qui passe dans ce plan-là, eh bien on a le schéma en dessous, avec le sacrum en arrière. On reconnaît les acétabulums
ici, de chaque côté. La fosse iliaque, alors la fosse iliaque, on la décrira plus tard, mais c'est donc cette partie supérieure au-dessus de la ligne arquée qu'on retrouve ici. Et donc on va pouvoir maintenant placer le premier repère essentiel, dont j'avais déjà dit quelques mots tout à l'heure. Au-dessus de cette ligne déterminée par le détroit supérieur, bon, qui n'est pas une ligne horizontale, hein, vous avez bien compris que c'est une ligne qui est vers le bas, qui est globalement vers le bas et l'avant, qui a une forme de cœur en carte à jouer. Et bien au-dessus, on va voir ce qu'on appelle le pelvis majeur. En dessous, le pelvis mineur ou cavité pelvienne. D'accord ? Et cette cavité pelvienne, eh bien, c'est cette cavité qui va être entourée d'os, certes, mais aussi de formations musculaires. Donc vous voyez qu'il y a un premier muscle ici, qui est le muscle évateur de l'anus, qui forme le premier diaphragme. Donc même on l'appelle diaphragme pelvien, lui tout seul, le muscle évateur de l'anus. Et puis en bas, schématisé de manière très simple en une couleur un peu plus sombre, eh bien, tous les éléments du périnée, c'est-à-dire des éléments musculaires, mais aussi des formations sexuelles, donc qui participent, vous voyez, à la fermeture en bas de cette cavité pelvienne. Vous voyez qu'en fait, il y a tout le poids du corps, tout le poids des viscères pelviens au-dessus, et donc sur ce pauvre périnée et sur ce pauvre muscle évateur de l'anus, qui sont très fins, eh bien, il y a beaucoup de pression qui s'exerce à ce niveau, et donc c'est toute l'origine de ce qu'on appelle les problèmes de la statique pelvienne. Donc la statique pelvienne, c'est bon, vous savez bien ce que ça veut dire, c'est tout ce qui maintient les organes. Eh bien, ça se situe à ce niveau-là, au niveau de la cavité pelvienne. Et donc on a pour terminer ce qu'on appelle le détroit. On a le détroit supérieur, on a le détroit inférieur. Donc le détroit inférieur, c'est vraiment ce qu'il y a de tout en bas, avec le périnée entre les deux branches ischio-pubiennes. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'avais fini ça. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai oublié celle-là. Je me disais bien qu'il m'en restait une. Donc, pour terminer, vraiment, mais ça va être juste de la redite, hein. Donc la boucle est un peu bouclée avec le squelette que j'ai fait tourner tout à l'heure. Donc là, vous avez votre vue inférieure du bassin. Donc là, il y a toutes les structures qu'il faut que vous soyez capable de reconnaître avec ici l'os. Donc vous voyez les tubérosités ischiatiques ici qui sont volumineuses. D'accord ? Juste au-dessus, il y a l'acétabulum qu'on voit ici très légèrement, et puis les foramen obturés ici, et le coccyx en arrière. Donc on a nos branches ischio-pubiennes ici, et donc vous voyez bien qu'on a une structure losangique formée de deux triangles, un triangle antérieur, un triangle postérieur, et puis entre les deux branches ischio-pubiennes, d'accord, entre les deux branches ischio-pubiennes ici, on pourrait tracer une ligne horizontale avec donc un triangle antérieur, ici, et un triangle postérieur ici. Alors, ce triangle, autant le triangle antérieur, voilà, en avant, il n'y a que les branches il y a principalement les branches ischio-pubiennes, donc c'est un triangle solide. Autant en arrière, vous voyez que là, il y a les échancrures ischiatiques, le coccyx, et les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéreux ici, qui vont donc des bords latéraux du sacrum jusqu'à l'os iliaque. Donc de ce côté, eh bien, ce sont les échancrures ischiatiques avec ces ligaments. Et donc, quand on a un mouvement de nutation, c'est-à-dire que le sacrum eh bien, part dans cette direction en arrière, d'accord, eh bien, il y a une traction qui se fait sur ces ligaments sacro-tubéreux et sacro-épineux, et donc ça permet, si ces ligaments sont un peu distendus, eh bien, d'avoir un petit peu de marge de manœuvre pour que le mouvement du sacrum puisse se faire vers l'arrière. Très bien, donc la prochaine fois, on continuera sur
l'articulation sacro-iliaque. Avant de parler des muscles élévateurs de l'anus.